Bitcoin est limité, c'est un fait. Alors attention, quand je vous dis ça, je vous parle pas des conneries qu'on entend dans les médias sur la consommation énergétique de Bitcoin ou quoi. Bitcoin est actuellement un protocole qui, de par son fonctionnement, sa solidité et son état d'esprit, se limite à une utilisation bien précise du réseau et restreint certaines autres qui auraient pourtant pu être possibles. Ce qui est limité chez Bitcoin, c'est ce qu'on appelle le block rate. Le block rate, c'est en gros le temps entre chaque nouveau bloc qui va être créé sur la blockchain Bitcoin. Bitcoin, c'est une blockchain qui est sécurisée grâce à ce qu'on appelle la règle de la chaîne la plus longue. La chaîne la plus longue, c'est celle lors de la création des nouveaux blocs qui a demandé le plus de travail et c'est donc elle que les nœuds sont censés choisir en majorité pour être la chaîne principale. Pour que le réseau puisse être synchronisé et continuer de respecter cette règle, le Nakamoto consensus de Bitcoin, qui est le protocole de sécurité, impose un espace entre deux blocs qui est d'au moins 10 minutes. C'est-à-dire que entre la création de deux blocs, il faut obligatoirement qu'il y ait 10 minutes sur Bitcoin. 10 minutes, c'est le temps que prend un bloc pour être propagé à au moins 51% des nœuds honnêtes du réseau. L'objectif c'est quoi? C'est d'éviter d'avoir trop de ce qu'on appelle des blocs orphelins. Un bloc orphelin, c'est un bloc qui a été refusé par le réseau pour X ou Y raison et qui est créé pendant ces fameuses 10 minutes, quand un bloc se propage déjà sur les nœuds. Donc c'est un bloc qui est totalement inutile et de l'énergie et du travail gaspillé. Pour éviter ça, comment on fait? Eh ben, on va brider le temps de création des blocs sur 10 minutes. On aura donc sur Bitcoin des blocs qui seront plus longs, qui se valident toutes les 10 minutes avec énormément de transactions dedans. On fait une grosse benne plus longue à remplir plutôt que plein de petites remorques les unes après les autres. Ça évite les blocs orphelins, mais ça veut aussi dire qu'on aura des transactions qui mettront plus de temps à être finalisées. Bah ouais, imaginez que les camions transportent des cailloux. Le premier caillou qu'on va mettre dans la grande benne va mettre beaucoup plus de temps avant d'être transporté et d'être traité que si on le mettait dans les petites remorques, parce qu'il va falloir remplir toute la grande benne avant qu'on puisse faire quoi que ce soit. Et au final, on se rend compte que la direction que prend le protocole Bitcoin, le Layer 1 Bitcoin en tout cas, ça va pas vraiment dans la direction de la vision de Satoshi. Satoshi, lui, il voulait un système d'échange de monnaie peer-to-peer. C'est le titre du white paper. Donc, pour les gros transferts, Bitcoin c'est hyper propre, mais il y a encore des lacunes pour les paiements quotidiens. Par contre, on voit de plus en plus Bitcoin se solidifier comme une excellente réserve de valeur, et il y a pas mal de Layer 2 en ce moment qui travaillent sur l'échange de petites sommes de Bitcoin. Mais si Bitcoin est considéré comme l'or numérique, on aurait potentiellement besoin, dans notre vision, d'un argent numérique. L'argent a toujours eu moins de valeur que l'or, c'est vrai, par contre, il a toujours été beaucoup plus facilement accepté comme moyen de paiement. Ethereum est pas vraiment dans la même ligne, on peut pas considérer Ethereum comme l'argent numérique, parce que c'est pas un système de paiement, c'est plutôt le carburant à une très grande machine. Et c'est donc, en partant de ce constat simple, que le monde avait besoin d'un argent numérique, que le projet Kaspa est né. Qu'est-ce que Kaspa? Qu'est-ce qu'ils veulent apporter à l'écosystème? Comment ils vont faire? C'est parti. Pour changer un petit peu, on va commencer par la team de Kaspa. Derrière le white paper de Kaspa, il y a 3 gros morceaux. Jonathan Sempolinski, le CEO et doctorant en sciences informatiques à l'université de Jérusalem. Le doctorat c'était pas assez, du coup il est parti à Harvard pour faire de la recherche sur l'AMV et les graphes orientés acycliques. Shai Wyborski, un chercheur en cryptographie normale et quantique, qui est lui aussi doctorant de l'université de Jérusalem. Et Aviv Zora, qui a lui aussi un doctorat à l'université de Jérusalem. On se demande où ils se sont rencontrés. Parmi les membres, on a aussi des anciens responsables de projets pour IBM Security, ou encore des chercheurs en algorithmes parallèles et en systèmes distribués. La team est bourrée de chercheurs, de doctorants, de développeurs, ça pue la tech. On sent que à la machine à café, ça parle pas de qu'est-ce que t'as fait ce week-end. Non, ça parle code. Et c'est tellement des cracks que leurs travaux sont même cités dans le white paper d'Ethereum. Ok, bon, Kaspa c'est bien, ça a quoi de plus qu'une énième blockchain? Déjà, Kaspa c'est pas une blockchain à proprement parler, c'est ce qu'on appelle un DAG, un graphe orienté acyclique, comme Phantom ou Hedera si je me trompe pas. En gros, la différence entre DAG et blockchain sans rentrer trop dans les détails. Une blockchain assemble les blocs un petit peu comme un puzzle, un par un, alors qu'un DAG va faire une sorte de grand chaos organisé où tous les blocs peuvent coexister. Mais bref, c'est tous les deux ce qu'on appelle des DLT, des registres distribués. Kaspa, c'est un protocole qui marche en Proof of Work, un DAG du coup, qui réutilise le protocole de sécurité de Bitcoin, le Nakamoto consensus, mais qui a pour objectif d'utiliser sa crypto-monnaie comme un moyen d'échange pour des petites transactions qu'on pourrait faire dans la vie quotidienne. C'est un projet qui n'a pas de gouvernance centrale ou de business model comme Bitcoin et qui est basé uniquement sur la communauté, qui est décentralisée et qui est open source. Le projet il existe depuis 2016, mais le mainnet
fait est live depuis seulement 1 an. Pour l'équipe de Kaspa, il y a vraiment deux gros soucis à régler pour les prochaines générations de crypto. La vitesse d'inclusion des transactions dans la blockchain et le contrôle sur l'organisation des transactions dans le registre. Pour eux, tu peux pas avoir de système scalable et utilisable sans avoir une inclusion immédiate, c'est-à-dire que dès que tu fais une transaction, elle est ancrée directement dans un nouveau bloc et avec une finalité rapide. C'est toujours la question du trilemme des blockchains, sauf que il y a toujours des inconvénients. En général, pour les systèmes de paiement comme Kaspa veut faire, on sacrifie la décentralisation parce qu'il faut que ça soit rapide et sécurisé. On sacrifie la décentralisation comme sur Ripple par exemple, Solana ou encore sur la BNB Chain. Ça va très vite, mais c'est très centralisé. C'est un peu Visa sur la blockchain quoi. Le but des blockchains de nouvelle génération, en gros, c'est d'être plus rapide, mais en restant proche des valeurs de base de Bitcoin. C'est-à-dire le Nakamoto Consensus et la règle de la chaîne la plus longue. C'est eux qui permettent d'avoir un réseau qui fonctionne sans confiance, qui est sécurisé et qui est résistant à la censure. Et même si on s'en éloigne pour énormément de projets et que c'est totalement utopique de penser que la vision libertarienne du créateur de Bitcoin va passer avant les enjeux financiers autour de la blockchain, certains projets essayent quand même d'y rester fidèles. Et c'est exactement ce que vise Kaspa. Le projet respecte toutes les règles du Nakamoto Consensus, donc la Proof of Work, le P2P, la validation des travaux par les nœuds, etc. Mais ils ont changé un petit peu leur façon de faire les blocs en utilisant un DAG avec ce qui permet d'avoir la sécurité de Bitcoin, mais beaucoup plus de blocs qui vont être générés avec des confirmations immédiates. On a la sécurité de Bitcoin, il y a beaucoup plus de blocs qui sont faits à la minute, et dès qu'il y a une transaction, elle est directement inclue dans un bloc. L'élection des mineurs, elle est aléatoire, et les transactions restent chiffrées tant qu'elles n'ont pas été dans un bloc. Ça veut dire que les mineurs ne peuvent pas extraire de MEV sur la gueule des utilisateurs. Si jamais vous savez pas ce que c'est la MEV, rapidement, c'est tout simplement les profits que les mineurs peuvent faire en organisant les transactions dans un bloc. Il y a une règle, c'est que les mineurs choisissent eux-mêmes les transactions qu'ils vont traiter. Ils les prennent dans une sorte de grande corbeille qu'on appelle une mempool. Sauf que le mineur, il sait qu'il est récompensé en fonction des frais de transaction. Donc, il a absolument tout intérêt à choisir les plus grosses transactions, ou du moins celles qui ont payé le plus de frais de gas, pour gagner plus d'argent. Et ça crée une sorte de sélection par les mineurs qui n'est pas censée avoir lieu. Les mineurs sont censés être neutres et ne pas sélectionner les transactions dans l'ordre qu'ils veulent. Donc ils se font des profits un petit peu sur les utilisateurs sans trop le savoir, et évidemment, faut pas déconner, les profits ne sont pas partagés avec eux. Kaspa veut devenir un moteur rapide et scalable qui optimise le séquençage des transactions. Selon l'équipe, ça créerait le Layer 1 en Proof of Work le plus rapide et le plus légitime pour accueillir des smart contracts dans le futur. Alors, comme d'habitude, attention à l'énorme subtilité entre factuellement ça crée le layer 1 le plus rapide et selon l'équipe ça crée le layer 1 le plus rapide. Ok, beaucoup d'ambitions c'est bien, mais des ambitions qui sont réalisables c'est encore mieux. Pour réaliser toutes ces belles ambitions, Kaspa s'appuie sur son consensus qui s'appelle le Ghost DAG. Bon bah vous savez ce qu'on va faire là j'imagine, on va plonger. Le Ghost DAG c'est le consensus de Kaspa qui s'appuie sur une technologie qu'on appelle les blocs DAG. Les blocs DAG c'est des cousins des DAG, des graphes orientés acycliques, qui eux-mêmes sont des cousins de la blockchain. On a parlé au tout début des DAG, on va regarder un petit peu plus en détail la structure. L'objectif d'un DAG, comme la blockchain, c'est de structurer des données. La base d'un DAG, c'est deux éléments. C'est les nœuds et les liaisons entre ces nœuds. En gros, c'est les wagons et les trucs en métal qui relient les wagons entre eux. Sur un DAG, il n'y a pas de bloc à proprement parler. Les nœuds sont des transactions individuelles. Donc s'il n'y a pas de bloc, il n'y a pas besoin d'avoir cette petite période de latence où on attend l'inclusion d'une transaction dans un bloc. Sur un DAG, elles sont presque immédiatement ajoutées à l'historique. Même s'il y a plusieurs transactions en parallèle, avec un DAG, ça n'a pas d'importance sur la validation. On peut toutes les traiter en même temps. La grosse différence avec la blockchain, c'est que dans une blockchain, on crée le bloc 1, on crée le bloc 2, on crée le bloc 3, le 4, etc. C'est une sorte de grande ligne. Ils ont tous un sens. Dans un DAG, c'est un giga chaos, en fait, où il n'y a pas de circuit. Tout va un petit peu rebondir partout, comme dans le jeu où vous devez envoyer la bille qui rebondit et qui touche des cases pour les faire changer de couleur. Et au final, à force de rebondir partout, tous les nœuds vont être au courant. Un petit peu comme une rumeur. Vous la dites à une personne, qui l'a dit à deux personnes, qui à leur tour la disent à deux autres personnes, etc., etc. Et ben, il n'y a pas eu d'ordre, mais au final, tout le monde finit par être au courant. C'est pareil sur un DAG, il n'y a pas d'ordre. Chaque nœud va envoyer la transaction à ses collègues qui vont faire de même, et tout le monde aura l'information. Donc, les blocs DAG, c'est un DAG à la sauce Kaspa. Sur un bloc DAG, les nœuds, ce sont littéralement des blocs, et les liaisons, c'est des références non pas à un, mais à plusieurs blocs précédents. L'énorme différence entre la blockchain et les blocs DAG, c'est que sur les blocs DAG, il n'y a pas de blocs orphelins. Les blocs violets que vous voyez là. Je vous en parlais au début de la vidéo, et ces blocs
blocs orphelins, c'est un vrai fléau, vraiment. C'est pas pour rien qu'on en veut le moins possible. Déjà, ça coûte cher à celui qui le mine pour rien, mais en plus, comme ces blocs sont juste refusés, et ben ça retarde la finalité des transactions qu'il y a dedans. Avec le bloc DAG de Kaspa, les blocs orphelins sont aussi ajoutés au graphe directement. Et évidemment, les transactions qui sont dedans sont finalisées au passage. Il n'y a plus de gaspillage des blocs, on peut réduire le temps de bloc de 10 minutes, et concrètement, les informations transmises sur le réseau sont beaucoup plus fiables. Kaspa va éliminer le problème des blocs orphelins, ce qui le rend très proche de la résolution du trilemme, tout en gardant les valeurs de Bitcoin. Les blocs DAG, c'est assez nouveau, on connaît pas encore assez bien ce qui en est cool, que ce soit de bien ou de pas bien, mais c'est une vraie proposition nouvelle. On n'a pas encore décelé tout leur intérêt caché, par contre, on sait déjà que c'est une solution qui est nativement scalable et qui respecte les standards de sécurité de notre écosystème. Et c'est déjà assez fou pour le noter et pour en surveiller l'évolution. Le Ghost DAG, il respecte tous les préceptes fondamentaux du Nakamoto Consensus, le modèle UTXO, les blocs, la proof of work, la sécurité probabiliste, etc. La seule différence, c'est que les blocs ne font pas référence à un seul bloc précédent, mais à plusieurs, s'il y en a plusieurs. Pour simplifier un peu, Kaspa, c'est le seul projet qui utilise la proof of work pour la sécurité et la décentralisation de son réseau. Et ils utilisent le bloc DAG de l'autre côté pour scaler le nombre de blocs par seconde. Bon, on va pas se mentir, pour l'instant, l'adoption du projet, elle est clairement inexistante et il y a beaucoup d'améliorations qui sont encore à venir. Mais on sent avec ce genre de projet qu'on atteint une certaine maturité dans la résolution du trilemme. Je vais bientôt pouvoir ne plus vous faire chier avec ça, les gars. D'ailleurs, les gars, bon, je les porte pas parce qu'ils sont tous au lavage, j'ai eu un mauvais timing, mais vous m'avez déjà vu dans les vidéos avec des pulls Near Protocol, Cosmos ou des t-shirts. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé où je les achetais et je les prends sur la boutique Studio Coin où vous avez plein de merch en rapport avec plein de projets crypto. Je crois qu'il y a Avalanche, Polkadot, Solana, etc. Avec les soldes, vous avez 20% de réduction sur toute la boutique avec le code BullRun23 jusqu'au 3 février inclus. Si vous voulez un petit pull Cosmos ou l'offrir à quelqu'un, voilà, faites-vous plaisir. La tokenomique. Alors, ça va être rapide, c'est comme Bitcoin. Il n'y a pas de jetons préminés, pas de prévente, pas de vente publique. Tous les tokens viennent du mining et il y a des halvings régulièrement tous les mois. Par contre, le halving ne se fait pas tous les 4 ans comme Bitcoin, c'est lissé tous les mois. La max supply, c'est 28 milliards, on est déjà à 14,8 milliards, environ 52% de la supply en circulation. Et le token a explosé depuis octobre où il a fait une perf de 430%. Donc, attention, si vous rentrez dans un projet qui a fait 400% il y a quelques temps, il y a de fortes chances qu'on ait une longue période creuse, peut-être même jusqu'au prochain bullrun, vu que s'il n'y a pas de liquidité, plus s'il y a des gens qui vendent, plus s'il y a des tokens libérés, bah c'est pas la meilleure fenêtre d'investissement. Et ce projet, je vous en parle pas pour que vous l'achetiez ou quoi, mais pour que vous le découvriez et surtout parce que la tech est hyper intéressante. Bon, déjà, comme je vous l'ai dit, d'un point de vue fenêtre d'investissement, on évite de rentrer dans un projet qui a fait 400% en 2 mois. Par contre, d'un point de vue tech, c'est un projet que je trouve très intéressant. Il vient corriger 2 gros problèmes qui font source de pas mal de recherches en ce moment dans les blockchains proof of work, les blocs orphelins et la MEV. Les blocs DAG sont clairement tout au début de leur vie et je vais suivre de très près ce qui se passe là-bas parce que je trouve qu'on parle trop peu des DAG dans cet écosystème, vu que le mot blockchain d'un point de vue marketing fait plus vendre que graphe orienté acyclique, mais ça reste vraiment quelque chose de très intéressant. Le projet, il a des belles recherches et des belles valeurs. Objectivement, on est très loin d'un projet avec une utilité incroyable pour le moment. C'est à des années-lumière de Bitcoin, la comparaison n'est même pas possible. Par contre, il respecte toutes les valeurs que Satoshi a placées dans son protocole. L'émission est complètement offerte à la communauté, c'est open source, les signes sont très bons, mais par contre, le protocole a encore besoin de faire ses preuves. C'est un projet que j'ai découvert il y a quelques temps, je me suis dit que ça pouvait être cool de vous en parler. On est dans un milieu où les technologies se développent à une vitesse complètement débile. C'est très dur de rester à la page, mais on va tout faire pour en rater le moins possible et je pense que ça passe par la présentation de ce genre de projet qui a potentiellement du potentiel. Alors c'est pas très beau dit comme ça, mais c'est ce genre de projet qui apporte une vraie proposition. Alors on verra si ça marche ou si ça sera totalement un flop, mais en tout cas je pense que c'est intéressant de prendre le temps de regarder ce genre de projet pour voir un petit peu les enjeux qu'il y a dans la technologie actuellement. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez Kaspa ou si vous l'avez découvert. C'était Iril, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Ciao.